Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce 6e Face à Mars Actu. On est là pour un peu plus d'1 heure en direct. Vous pouvez d'ores et déjà commenter, poser vos questions sur Facebook et sur marsactu.fr. Nous recevons aujourd'hui notre 6e invité, Michel Rubirola, qui est donc tête de liste pour la liste du printemps marseillais. On va donc développer des questions concernant votre programme, concernant le printemps marseillais, concernant donc cette élection qui se tient désormais dans 2 semaines. Merci à tous donc de nous rejoindre en direct. Pour commencer, tout simplement, c'est vrai que là, il nous reste 2 semaines de campagne. Ouais. Il y a beaucoup de listes. On a 7 candidats à la mairie centrale, plusieurs à gauche. Pour vous, qu'est-ce qui, dans ces 2 semaines à venir, va faire la différence? Sur quoi va se jouer la campagne pour les 2 semaines qui nous restent? Je pense que la campagne, pour nous, elle va se continuer à se jouer sur ce qu'on a déjà évoqué depuis longtemps, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le printemps marseillais, pourquoi on est là, pourquoi on pense qu'une union la plus large possible au premier tour est importante, et puis aussi sur le programme, et c'est surtout comment notre programme peut impacter directement le quotidien des Marseillaises et des Marseillais. Nous, on va jouer là-dessus. On n'est pas sur un programme déconnecté de la réalité des Marseillaises et des Marseillais. On est là pour parler de leur quotidien. On s'est déjà interrogé avec eux sur ce qui n'allait pas dans leur quotidien, sur leurs préoccupations. On a ébauché ensemble des solutions et maintenant, on va leur donner une vision du Marseille qu'on veut, du Marseille avec le printemps. C'est le programme donc, que vous présentez demain. C'est ça. Donc un petit peu au dernier moment, on peut le dire, on est à 2 semaines du scrutin. Est-ce que face à des rouleaux compresseurs qu'on peut avoir en face, comme notamment la candidate LR Martine Vassal, c'est pas un peu tard ? Écoutez, j'ai entendu ce matin sur les ondes que la campagne municipale commençait. Nous, ça fait un moment qu'elle a commencé. Elle a commencé avec les Marseillaises et les Marseillais en allant à leur contact, en allant les rencontrer, en répondant à leurs interrogations, déjà en récoltant leurs interrogations, leurs problématiques, en élaborant avec eux des solutions. Donc nous, notre campagne, on l'a déjà commencé avec eux. On a fait plus de 100 réunions publiques avec les Marseillaises et les Marseillais sur l'ensemble du territoire marseillais. On a été présents dans la rue, donc la campagne a commencé. Et là, elle va un peu plus, si vous voulez... Là, vous apportez les propositions. Voilà, on apporte les propositions, parce que vous savez que notre programme a été co-construit. Alors, on nous reproche que ça a été un peu long. Nous, on ne voulait pas un programme qui venait d'en haut. On voulait un programme co-construit avec les Marseillaises et les Marseillais pour les Marseillaises et les Marseillais. Et alors, vous avez été donc désigné tête de liste du printemps marseillais, mouvement qui regroupe plusieurs partis politiques de gauche et associations et groupes citoyens. Et des citoyens indépendants aussi. Ouais. Vous avez donc été désigné début janvier. Après, on s'en souvient, le retrait de la candidature à la candidature de Benoît Payan. Ouais. Vous, est-ce que c'est à ce moment-là, c'est la question qu'on pose à tous nos invités, est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez un déclic, vous vous dites je me verrai bien maire de Marseille, ou est-ce que c'est un cheminement que vous aviez eu avant? Vous savez, moi, quand je me suis engagée au sein du mouvement sans précédent, le rassemblement inédit, j'ai toujours dit que j'étais disponible pour mener le combat pour la ville de Marseille. Être tête de liste ou pas, ce n'était pas quelque chose qui m'est venu à l'esprit parce que je n'étais pas dans cette problématique-là. On était là pour construire un rassemblement, pour créer quelque chose, pour donner envie aux Marseillaises et aux Marseillais. Après, c'est posé le problème de la tête de liste, de l'incarnation, puisqu'il faut quand même que quelqu'un incarne le mouvement. Donc il y a eu des noms qui ont circulé. Et puis après, quand on a échangé ensemble avec l'ensemble des collègues, et puis qui m'ont dit que ma candidature semblait la plus celle qui pouvait rassembler autour de ce que je représentais et autour de ce que le mouvement représentait. Et ensuite, quand j'ai été désignée par plus de 2000 Marseillais, signataires de ce qu'on voulait, je me suis dit, mais il n'y a pas de souci, je suis en capacité je me suis engagée dans ce mouvement, je vais jusqu'au bout, j'ai la capacité et la volonté de le faire. Donc c'est un cheminement plus qu'un déclic, c'est quelque chose qu'il y a 1 an, vous vous imaginiez candidate à la mairie de Marseille? Non, je vais vous dire qu'il y a 1 an, non, mais je m'étais dit, dans le combat pour la mairie de Marseille, je veux y être pour être enfin... Et j'espère en situation de ne plus être dans l'opposition comme je suis actuellement au conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Parce qu'être dans l'opposition, s'opposer, mais sans proposer,
c'est quelque chose qui ne me convient pas. Je pense que maintenant, il est temps à Marseille de proposer quelque chose. Et je voulais être dans cette proposition et je voulais être aux manettes au sein d'une équipe. Il y a un an, c'était dans cet objectif-là. Et alors, dans cette campagne, je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs listes à gauche, notamment... il y a donc la liste du Printemps marseillais et Debout Marseille, qui est celle des écologistes, notamment de ELV, le parti dont vous êtes issu, dans lequel vous avez milité pendant presque 20 ans. Aujourd'hui, vous êtes actuellement suspendu pour avoir fait un autre choix. Oui. Qu'est-ce que ça fait de faire campagne face à son propre parti, avec des amis, vous les qualifiez d'amis, en adversaire? Mon adversaire, c'est pas Debout Marseille. Mon adversaire, c'est le Rassemblement national et les héritiers du système Gaudin. On n'a pas fait l'union au premier tour avec Sébastien Barle et ses colistiers, mais il y a une deuxième chance au second tour. Et ce choix que vous faites après l'Assemblée générale d'Europe Écologie Les Verts, où vous proposez l'union et votre motion n'est pas celle qui remporte l'Assemblée générale, ce choix que vous faites, c'est pas forcément le choix de la loyauté à son parti. Vous prenez un autre chemin. À ce moment-là, qu'est-ce qui motive votre choix ? Je suis écologiste, donc je suis toujours loyale vis-à-vis des valeurs de l'écologie portées par Europe Écologie Les Verts, mais je me suis sentie qu'il fallait être loyale par rapport à la demande des Marseillais et des Marseillais qui voulaient sortir de 25 ans d'incurie. Ils nous demandaient l'union, l'union, l'union. Et donc je suis restée fidèle à ce que demandaient les Marseillaises et les Marseillais. Et donc par rapport à votre parti, pour le coup, vous avez décidé que cette fois-ci c'était la fois de trop ? J'ai toujours été en accord avec mon parti en général et... je porte ces valeurs, mais c'est vrai que je ne pouvais pas le suivre, je ne pouvais pas suivre une décision de 70 militants face à 850 000 Marseillais et un appel signé par plus de 5 000 Marseillaises et Marseillais. J'ai pesé le pour et le contre, et puis moi j'ai suivi ce que... Avec d'autres, je n'ai pas été la seule à décider. On était quand même un groupe, et ça, il ne faut pas croire qu'on est complètement isolé d'Europe Écologie Les Verts. Il y a quand même des militants notoires d'Europe Écologie Les Verts qui nous ont suivis. Il y a Michel Ponceramad qui est actuellement élue dans le 13-14, et elle sait ce que c'est le Rassemblement National, et elle sait ce que c'est, pourquoi il faut s'opposer au Rassemblement National. Il y a Pierre Sémériva qui était vice-président à la communauté urbaine du temps d'Eugène Caselli. Il y a Théo Chalante qui est conseiller fédéral. Il y a Stéphane Copé qui a travaillé à la région. Il y a Thomas Jean. Il y a plein de monde, il y a Aïcha Sif qui nous a rejoints alors qu'elle avait... Donc on n'est pas isolé, il y a une grande partie des écologistes, on va dire les classiques, des moments qui ont porté les valeurs d'Europe Écologie Les Verts, qui nous ont rejoints parce qu'ils pensaient que pour Marseille, il était important de s'unir pour sortir les Marseillaises et les Marseillais, pour ne pas prendre le risque de ne pas être au deuxième tour. Donc nous, on ne voulait pas jouer à la roulette russe. Et alors, petite question d'actualité pour finir un petit peu cette introduction. Hier et aujourd'hui, dans la presse, dans la Provence et dans le magazine Capital, on parle d'une information qui est que vous avez eu un arrêt maladie cet hiver. Est-ce que actuellement, vous êtes en arrêt maladie, Michel Rubirola ? Je ne suis pas en arrêt maladie, mais je veux quand même revenir un petit peu sur ce que j'appelle vraiment quelque chose de calomnieux et contre lequel je suis en colère. Par contre, voilà. Il est vrai que j'ai été opérée en fin d'année. J'ai eu une intervention chirurgicale pour laquelle j'ai eu un arrêt de travail. J'étais en arrêt de travail. Le chirurgien a fait son travail, arrêt de travail, prolongation d'arrêt de travail. La prolongation d'arrêt de travail est arrivée à un moment donné où j'avais encore des soins. Donc le chirurgien a fait son travail de médecin. Il ne rentre pas dans qui elle est ma patiente, quelle est sa problématique. Donc il a prolongé l'arrêt de travail. Moi, j'étais désignée de liste, j'étais encore en rééducation, je suis encore en soins. J'étais en soins cet après-midi. Donc, et je me suis immédiatement rapprochée de mon employeur, qui est la Caisse primaire d'assurance maladie, parce que je défends les valeurs d'assurance maladie hors de question. Parce que vous êtes médecin, on le rappelle. Parce que je suis médecin. Donc j'ai dit... Ça me pose problème, je suis en campagne, j'ai été désignée tête de liste du Printemps marseillais, je suis en arrêt de travail. Alors bien qu'ils m'ont dit que ma tête pouvait continuer à fonctionner, mais que mes jambes avaient quelques difficultés, j'ai mis en place la procédure légale qui existe au sein de l'assurance maladie. J'ai suspendu l'arrêt de travail, que j'ai transformé à ce que j'avais droit, c'est-à-dire des congés d'élus, non indemnisés, dont pas de salaire de la sécurité sociale. J'ai soldé mes congés et mes RTT. Et là, je suis en congé sans solde. Et mon employeur a été contacté. Il n'y a aucune
vice de forme dans ce que je fais. À aucun moment, vous n'avez fait campagne avec des indemnités journalières de la sécurité sociale. Alors, par contre, quand il y a il suffit, sur quoi, mais c'est un peu technique, hein, mais bon, vous me posez la question, je vais vous le dire. Ce sur quoi il va pinailler, ce journaliste, qui a des IJ qui ont été versés, mais le pôle RH, c'est-à-dire ressources humaines, est en ordre de marche, c'est-à-dire tout est légalisé. Les IJ ont un peu de retard, les indemnités journalières ont un peu de retard, donc il y a eu un versement d'IJ, mais c'est d'employeur à caisse primaire à caisse primaire, hein, caisse primaire Sécu, caisse primaire employeur, qui seront remboursés, mais ça, c'est pas la faute, ça revient pas à moi, c'est pas moi qui gère le service IJ. Et ça, l'indemnité journalière. Et ça, vous pouvez vous rapprocher du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie qui expliquera tout ça à qui le veut. Mais je trouve que ça, c'est quelque chose, une boule puante. Moi, j'ai fait un combat contre des idées. Je ne me suis jamais attaquée aux personnes. Et ça, je trouve que je dois représenter un certain danger pour qu'on s'attaque à une vie privée, personnelle, qu'un chirurgien et que le nom du chirurgien soit mis et noté. Et ça, je vais voir jusqu'où c'est normal, parce que ça, je ne supporte pas qu'on pourrisse la vie des gens, notamment de ceux qui sont au service des patients. Et je suis une patiente comme tout le monde, et moi, je suis un être humain. Hein. Voilà. Très bien. Alors, on ne va pas tarder à passer aux questions de programme. Je vais inviter donc Julien Vincent qui a décortiqué les premières propositions du printemps marseillais. Alors, c'est vrai que le programme est officiellement rendu public demain. Donc, on a un petit peu glané ce qu'on pouvait trouver. En effet, il y a eu pas mal de réunions publiques, de propositions, de débats. On a glané un petit peu aussi sur le site du printemps marseillais des propositions. Et donc, je laisse Julien vous poser ces questions. Oui, bonsoir Michel Rubirola. Alors bonsoir. Effectivement, la première question, elle est issue notamment d'un des événements d'une inauguration de local des campagnes où vous avez annoncé un plan à 1 milliard d'euros pour les écoles. Ça fait partie des sujets phares, c'est la première compétence de la municipalité. C'est un chiffre bien rond, mais concrètement, je me demandais qu'est-ce qu'on fait avec 1 milliard d'euros ? À combien a été évalué le PPP ? 1 milliard. Voilà. Donc déjà, c'est qu'il y a eu une estimation qui a été faite. Nous, on a mis un budget sur la table en disant on va se débrouiller parce qu'il y a tellement à faire à Marseille sur les écoles que 1 milliard d'euros pour la rénovation des écoles qui ont été déclarées dangereuses sur le plan sanitaire, sur le plan sécurité, je pense qu'on aura de quoi faire. Il y a 38 écoles qu'il faudra refaire complètement. Il y a des autres qui sont, même si ce ne sont pas déclarées en état d'insalubrité ou en état de dangerosité, il y a des écoles qui se fissurent. Je suis allée visiter une école dans le 4e arrondissement l'autre fois. Il y a des travaux, il y a un jardin pédagogique qui est fermé depuis 4 ans parce que la mairie de Marseille n'a pas fait les travaux nécessaires. Le mur, bien sûr, se fissure. Il y a une désolidarisation d'une partie de la façade. 4 ans. Les travaux ne sont pas faits. Ce sont les parents qui ont débouché toutes les canalisations. Donc, il y aura de quoi faire avec 1 milliard d'euros. Mais c'est 1 milliard d'euros sur le mandat ou à plus long terme Nous, on engage 1 milliard d'euros sur le mandat. C'est un projet prioritaire pour nous, les écoles. Les petits Marseillais et Marseillais sont prioritaires. C'est les futurs citoyens. Nous, on n'est pas là pour qu'ils portent la blouse et qu'ils se sentent bien avec la blouse. Nous, on est là, on ne veut pas qu'ils portent un casque avec un risque de plafond qui s'effondre sur leur tête. Donc, nous, c'est sur le mandat. On va s'engager à rénover l'ensemble des écoles sur l'ensemble du territoire marseillais. Mais 1 milliard d'euros sur le mandat, ça fait à peu près 170 millions par an. C'est quasiment ce que la ville investit tout court, toute politique publique confondue. Est-ce qu'on peut porter cette charge ? Est-ce que les finances de la ville peuvent le supporter ? Comment on fait ? Est-ce qu'on arrête de faire le reste ? Est-ce que l'école prend tout ? Non, je sais que la dette de Marseille est quelque chose d'énorme. Ça fait 30 ans qu'on a une dette énorme. On ne va pas gérer la dette de Marseille comme on gère la dette d'une famille, un bon père de famille, en mettant le budget à l'équilibre et en prenant des mesures de rigueur. Nous, la dette, on pourra en parler plus tard si vous voulez. Nous, ce qu'on veut, c'est une vision politique de Marseille. On a une vision politique, on a des projets, et pour ces projets, on ira chercher les financements nécessaires. Des financements région, métropole, Europe, État. Quand on pense que 450 millions d'euros de subventions européennes étaient utilisables en PACA, Marseille a utilisé 3,5% de ce budget.
l'État, quand l'État aide Marseille, c'est Marseille qui gagne. L'État a financé le MUSEM, l'État a financé la L2, l'État a financé le Parc national des Calanques. Voyez, Euro-Méditerranée. Donc, on va chercher des financements. Un projet où on va investir de manière assez massive qui ira chercher les financements pour des projets. Mais c'est sûr que quand on va à la banque et qu'on a un dossier qui ne tient pas debout, qui ne tient pas la route, on ne va pas trouver les financements. Nous, on aura des dossiers qui tiendront la route. D'accord, parce que l'écart est énorme par rapport à ce qu'a pu faire la municipalité de Jean-Claude Gaudin. En 25 ans, l'investissement sur les écoles, c'est 700-800 millions d'euros. Donc en un mandat, vous faites davantage. L'accélération paraît importante. D'autant plus que vous avez évoqué le PPP. C'est effectivement... alors c'est un projet qui a été lancé par la municipalité pour régler, en tout cas s'attaquer au problème des GEP. Il s'agit donc d'une trentaine de groupes scolaires qui datent des années 60 où on fabriquait en série préformés des écoles. Ces écoles sont aujourd'hui effectivement vétustes. Je crois qu'il y a un consensus là-dessus. Il y a un risque d'amiante, là-dessus. Il y a quand même un risque sanitaire important. La réponse de la municipalité, c'était de dire on confie ça au privé. Nous, on n'est pas en capacité de faire ça. On sait faire 1 à 2 écoles par an. On sait rénover 1 à 2 écoles par an. On construire 1 à 2 écoles par an. 30 d'un coup, on ne sait pas faire. Vous savez faire ? Nous, on va se mettre en ordre de marche pour savoir faire. On a des services qui peuvent fonctionner. On va refaire fonctionner nos services. On va accompagner nos services, il y aura de la formation qui sera proposée à nos services, on va faire en sorte que ça marche. C'est une volonté politique, vous savez, c'est des histoires de volonté. Et nous, on a la volonté de rénover nos écoles, c'est une priorité. Ça prend un peu de temps, j'imagine. Vous laissez combien de temps pour faire sortir ces... On n'arrive pas du jour au lendemain en disant bon mais c'est parti, non, malheureusement je suis pas une fée. On n'a pas des lutins autour de nous, mais on va se mettre autour de la table et ensemble on va élaborer un grand plan de rénovation des écoles, avec des priorités qui seront données et des moyens qui seront cherchés. Un autre thème qui est prégnant dans la campagne, c'est celui de la sécurité. Vous proposez de doubler les effectifs de la police municipale. Comme tout le monde, j'allais dire, à des nuances près, certains vont un peu plus, certains un peu moins, mais tout le monde recrute assez massivement des policiers municipaux. Ça veut dire qu'il n'y a plus de différence gauche-droite, tout le monde a à peu près la même... Il y a un consensus là-dessus, il faut recruter, il faut continuer à recruter cette police municipale. Alors avant de parler de recrutement, je vais vous parler de remettre la police municipale dans sa véritable fonction. Que la police municipale ne soit pas celle qui remplace la police nationale. Donc remettre la police municipale en police de proximité dans tous les quartiers de Marseille. Donc déjà de leur redonner leur véritable fonction. C'est quoi les missions du coup ? Qu'est-ce qui être là auprès des citoyens, la sécurité publique, être là auprès des écoles, et être là vraiment dans la rue, c'est ceux qui assurent la sécurité publique. Et pour nous, la sécurité, ce n'est pas simplement des mesures, on va dire, de répression entre guillemets, c'est un trépied. Éducation, prévention et verbalisation. Ça ne se limite pas simplement à de la répression et à des polices qui verbalisent. Bien sûr, il y a des incivilités, bien sûr, on a besoin de ça. On a besoin aussi que l'espace soit apaisé. On a besoin d'éducateurs, on doit redonner tous les moyens aux éducateurs de rue. Quand je siège au conseil départemental, je vais au conseil d'administration des collèges qui nous disent à la sortie des collèges, il y en avait un pour tel collège, il y avait une équipe de médiateurs pour tel collège. Et puis il y en a après, non, l'équipe de médiation, elle est sur 3 collèges. Ça non. On veut pas, on veut plus de présence dans les rues. Et ça passe aussi par les éducateurs. Des médiateurs, des policiers. Déjà, il y a des associations. Est-ce que le choix n'est pas déjà fait avec 450 policiers? Il y a des associations qui ont ces fonctions de médiation, qui ont ces fonctions de travailler auprès du public jeune. Nous soutiendrons ces associations. On n'est pas là pour faire des coupes sombres dans les associations qui s'occupent justement de prévention. Ça veut dire que si on revoit fondamentalement ces missions, le gilet pare-balles, les revolvers, les tasers, tout l'équipement dont on a doté la police municipale, effectivement sur des missions de plus en plus, peut-être de plus en plus de... Voilà. Vous les enlevez, ces équipements, ou on ne revient pas en arrière là-dessus, c'est trop compliqué? Alors là,
je ne vais pas vous dire ce qu'on va faire d'un coup de baguette magique, puisqu'on n'est pas aux manettes, on est des nouveaux en politique, donc on va faire un état des lieux de ce que fait la police municipale, comment elle fonctionne, comment on peut la remettre dans ses fonctions, ce qu'on doit garder, ce qu'on doit enlever. Ok, pas d'engagement là-dessus, on verra. Je ne veux pas promettre des choses qu'on ne tiendra pas. Donc, il y a tellement de choses à faire qu'on va y aller. Parce qu'on a des lecteurs là, qui nous parlent, ils sont plusieurs, hein, on a Dominique Carpentier notamment, qui nous parle de décroissance sécuritaire. On connaissait la décroissance en termes d'énergie, de mode de vie. Voilà, est-ce qu'on peut désinstaller des caméras? Est-ce que ça fait partie des possibles? Il y aura un moratoire sur la vidéosurveillance. La vidéosurveillance, vous savez, elle est peut-être efficace quand il y a eu une agression, si on ne se masque pas trop ou quelque chose comme ça. En prévention, où est l'intérêt de la vidéo exclusive de la vidéosurveillance? Donc il y aura un moratoire sur la vidéosurveillance. Par contre, la sécurité, ça passe aussi par l'éclairage. On va travailler sur l'éclairage. Il y a des endroits qui sont assez dangereux, donc on va travailler sur l'éclairage public. On va travailler aussi sur le réaménagement de l'espace urbain. Parce que vous savez, dans des quartiers déserts, c'est sûr qu'on se sent moins en sécurité. Moi, l'autre fois, je traversais un quartier, on était dans le 13e arrondissement, pour aller d'un endroit à l'autre, j'étais en voiture. J'ai dit, mais à pied, c'est simplement pas possible de marcher à pied ici. Pas un commerce. C'était sombre. Donc ça passe aussi par le réaménagement de l'espace urbain, de la présence dans l'espace urbain, des commerces de proximité, de l'éclairage. On va remettre des transports en commun avec des arrêts de bus de nuit à la demande pour rassurer aussi tout ça. Parce que vous savez, et puis il y a aussi... J'allais venir, vous me faites le lien avec ma question suivante sur les transports. Ouais. Effectivement, ça fait partie des propositions que vous avez posées sur la table lors d'un autre événement. Finalement, ce programme, on l'a un peu découvert comme ça. Les bus de nuit, vous parlez aussi de 5 nouvelles stations de métro. Oui. C'est un plan que vous avez chiffré à 500 millions d'euros. Oui. Ça paraît beaucoup et à la fois, mais en même temps, quand on regarde avec les programmes des autres candidats, avec ce qui est déjà enclenché, avec les grands chantiers métropolitains, on a l'impression, moi, il me semble que votre programme est le moins ambitieux de tous. Qu'est-ce qu'il est le plus réaliste? Nous, 5 stations de métro supplémentaires, c'est pour refaire un maillage un petit peu sur tout le territoire. Pour moi, il me semble inconcevable qu'à l'hôpital Nord, enfin je suis médecin, qu'à l'hôpital Nord, il y ait un bus pour y aller. C'est galère pour aller à l'hôpital Nord. Comment on fait? C'est simplement pas normal. Saint-Loup aussi, tout est mal desservi. La métropole prévoit, je me trompe un peu pour les chiffres, mais l'ordre dit c'est 450 millions d'euros pour automatiser le métro. Est-ce que ça, dans les Marseillais, ont vraiment besoin? Donc nous, ce n'est pas l'automatisation des métros, c'est créer 5 stations supplémentaires. C'est que le métro a 40 ans, je crois, il a été inauguré en 76, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va peut-être voir les choses à l'intérieur. Elles ont la couleur un peu... Années 70. Années 70, c'est ça. Non, mais plus concrètement, on parle... Ça veut dire que le tramway, par exemple, alors c'est un événement de campagne, je le disais, donc tout a peut-être pas été dit, mais le tramway n'a pas été évoqué. Le tramway qui doit, si les plans sont poursuivis, aller à la Rouvière au sud et à la Castellane, ou en tout cas au lycée Saint-Exupéry au nord. Vous arrêtez là-dessus, c'est pas dans les 500 millions. C'est à l'état d'étude, on y a réfléchi, on a discuté entre nous, parce que moi aussi j'ai posé des questions. Vous savez, moi je ne suis pas une professionnelle de la politique, encore moins des transports. Donc je dis pourquoi pas le tramway. En fait, il a été remarqué que le tramway était celui qui permettait aux piétons de se déplacer. Mais ce n'était pas le moyen le plus important pour laisser la voiture de côté. Et souvent, quand on fait un tramway, on double une station de métro déjà existante. Donc nous, on a essayé de ne pas doubler les transports en commun, d'en rajouter là où il n'y en avait pas. Ça veut dire que ce projet, il est un peu sujet à... Il va peut-être être mis en parenthèse Ce qu'on s'est dit quand on s'est posé la question, quand je l'ai posée, parce qu'on a travaillé avec des groupes d'experts qui nous apportaient des réponses à nos questionnements, on va y réfléchir ensemble, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on réfléchit. Et ensuite, c'est quand même le métro
qui permet d'emporter le plus de voyageurs. C'est quand même 6000 personnes à l'heure. Et c'est vrai qu'il a été remarqué que c'était le métro qui permettait justement de faciliter les transports, d'optimiser les transports en commun. Et donc avec 500 millions, vous atteignez vos objectifs en termes de métro. Oui, c'est ce qui nous a été précisé. Je ne suis pas technicienne des transports, je fais confiance à des experts qui ont travaillé dessus. Ça a été chiffré, donc. Ça veut dire qu'on n'ira pas partout. On n'ira pas à l'hôpital Nord, mais à Saint-Loup, à Château-Gombert. On n'a pas dit qu'on faisait que des métros. C'est sûr que là, c'est ce qu'on va faire déjà. 5 stations, c'est quand même pas mal. 5 stations dans des directions différentes. Dans des directions différentes, voilà. Ce qu'on va faire aussi, c'est de doubler l'offre des bus, d'étendre les plages horaires. Chaque fois qu'il y a des 2 fois 2 voies, il y aura une voie dédiée à un bus, donc faciliter les transports en commun, augmenter justement la vitesse, ce qui permettra justement aux personnes de le prendre plus facilement, parce que ce qui pose le problème à Marseille, c'est qu'on attend le bus. D'accord, métro et bus, entre les deux, le tramway. Et puis des modes doux, permettre des modes doux de se mettre en place, parce que les pistes cyclables à Marseille aussi, c'est un vaste problème. Autre sujet important, après le drame de la rue d'Aubagne, la politique publique sur le logement et en particulier la lutte contre l'habitat indigne figure dans les priorités de beaucoup de candidats. Tout le monde veut lutter contre l'habitat indigne. On peut s'en féliciter. Concrètement, vous faites quoi? C'est même quelle est votre première mesure, nous demande Sophie Ruffin. Alors, déjà, la première mesure, on appliquera la charte du relogement, qui n'est pas appliquée actuellement, donc ça, on s'engage à l'appliquer. On va faire... C'est une charte pour les personnes délogées pour encadrer leur parcours d'hébergement. Déjà, on va le mettre en place. Par rapport à l'habitat indigne, 40 000 logements qui sont déclarés indignes, selon le rapport Nicole. Donc on va faire un état des lieux. Bon, l'état des lieux est fait. Il va falloir faire un grand plan de rénovation de cet habitat. Ce qu'on va faire justement demain, vous savez que notre programme évolue demain, je rencontre les acteurs de la lutte contre le mal-logement, l'exclusion, la pauvreté. Donc ensemble, je vais entendre leurs propositions, on va les confronter avec les nôtres, nous serons en capacité justement de réajuster notre programme, mais la lutte, on va réquisitionner les logements vacants, on va voir le patrimoine. Le programme évolue toujours. À ce jour, tout est encore on a les grandes lignes de notre programme, on a les axes de notre programme, et il y a des solutions qui peuvent être parfois plus pertinentes que ce qui a déjà été évoqué, ou alors complémentaires, ou alors enrichir notre programme. On a dit que ça ne s'arrêtait pas, puisqu'on a mis en place une plateforme qui s'appelle La parole est à vous, où justement on répond et on échange là-dessus, et cette plateforme continuera à exister, même le temps de notre mandature. Nous, ce qu'on va faire aussi, c'est le patrimoine municipal. Qu'en est-il de ce patrimoine municipal? Et pour le transformer aussi en logement. D'accord, le patrimoine municipal, les immeubles détenus par la ville. Voilà. Vous savez qu'il y a un 17e, à Marseille, on construit partout, mais il y a un 17e arrondissement qui existe à Marseille, c'est justement ces logements vacants. Donc nous, on va travailler avec ces logements vacants. À Marseille, on construit partout aussi, mais on construit des logements qui sont complètement déconnectés des besoins des personnes. C'est des logements trop chers. Donc, vous évoquez la réquisition, c'est une mesure qui est forte, qui est symbolique. Voilà, il y a un logement vacant, il y a des gens à la rue, c'est pas admissible, donc on réquisitionne. Après, souvent, les acteurs du logement disent c'est vrai que c'est symbolique, mais c'est peut-être pas le plus efficace, ça prend du temps, c'est exceptionnel, il faut que le préfet valide, etc. Est-ce que c'est pas dans la boîte à outils quand même de l'affichage, là où il y aurait d'autres mesures à faire? Est-ce que vous en avez d'autres Nous, ce qu'on s'engage jamais à faire, c'est 25% de logement social sur l'ensemble de la ville. Mais le logement social, si vous voulez, on ne va pas faire des grands blocs de logement social qui sont complètement. Nous, on veut des logements sociaux déconnectés de ces grandes barres d'immeubles qui fabriquent des ghettos. Hier, je me promenais dans mon quartier et je voyais qu'il y avait des ensembles sur 3 étages, des petits immeubles par-ci par-là. Je dis ben oui. Il ne faut pas attendre. C'est ce qu'on fait maintenant. Les bailleurs sociaux ne font plus trop de grandes tours. Oui, la rénovation urbaine. Mais vous savez, dans les grands programmes, on disait à partir de 80, il faut mettre des logements sociaux. Donc ils ont découpé en petites tranches pour ne pas être obligé de mettre des logements sociaux. Nous, on dit à partir de 20 logements, on met du logement social. Pour que ce ne soit pas justement dans des grands ensembles.
et justement un peu contourner ce qui se fait actuellement par les promoteurs. Ouais, donc ça c'est revoir la règle du plan local d'urbanisme qui fixe le seuil à 80. Le seuil à 80 et nous on le passe à 20. Dernière question un peu plus transversale. Vous avez au Printemps Marseillais plusieurs composantes. Lisa l'a dit, je ne sais plus si c'est 10 ou 11 partis politiques. Au niveau métropolitain, il y a beaucoup d'enjeux, et à Marseille aussi, beaucoup d'enjeux de transition écologique, de transition de modèle industriel, de modèle économique, autour de l'étang de Berre notamment, mais aussi à Gardanne. Marseille y échappe pas. C'est des sujets où ça tiraille souvent entre les enjeux environnementaux, la santé environnement et l'emploi, le développement économique, les retombées, les taxes foncières, etc. Enfin, on connaît ça, c'est des sujets complexes. C'est des sujets sur lesquels les composantes du printemps ne sont pas toujours sur la même ligne, historiquement. C'est quoi la ligne du printemps sur ces grands dossiers économiques et écologiques ? Nous allons travailler déjà pour que les industriels soient capables de mettre en place des mesures pour protéger l'environnement. Et ils en sont capables, on l'a vu. Alteo a été sommé à Gardanne de mettre en place les traitements des déchets. Nous, ce qu'on veut dans le printemps marseillais, c'est 0 déchets toxiques en mer. Et nous demandons à Alteo de se donner les moyens. Ils savent. On peut travailler là-dessus. Ça dépend sur quoi on décide de travailler et sur quoi on décide de porter nos compétences. On peut travailler sur des programmes industriels qui respectent l'environnement. Et c'est ce qu'on va demander au niveau de l'étang de Berre, et c'est ce qu'on demande à Alteo. Et quand ils ont du mal, quand ils sont en retard, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est le cas actuellement. Comme c'est le cas avec Alteo, qui bénéficie de multiples dérogations. On sent notamment le Parti communiste, j'ai pas cité, mais c'est vrai que le Parti communiste, sur ce dossier d'Alteo, est quand même sur une ligne où il faut faire attention. Le bassin de Gardanne, c'est énormément de chômeurs. Voilà, il y a un tissu économique qui est en difficulté, un tissu social en difficulté. Alteo, c'est 400 emplois directs, près d'un millier indirects. Ils sont en retard, on travaille avec eux, mais vous, c'est une ligne plus dure de ce que j'entends. Si c'est 0 rejet, c'est tout de suite On ne peut jamais rien faire du jour au lendemain. Nous, ce qu'on va exiger, c'est qu'ils travaillent sur 0 déchet. C'est sûr que moi, je ne veux jamais mettre en concurrence directe. Je ne suis pas là pour supprimer des emplois. Mais je suis là pour exiger et mettre la pression au niveau des industriels. Ce sont eux qui sont en responsabilité. On ne peut pas continuer à faire des emplois qui détruisent l'environnement et qui détruisent la santé des gens. Ça, c'est inadmissible. C'est comme pour la pollution des navires de croisière. On va demander à ce qu'on interdise les navires de croisière qui polluent de venir à Marseille. C'est pas possible. On va travailler avec Gênes, avec Venise. Ils ont trouvé des solutions. On va travailler ensemble à mettre des pressions pour que tous ces... c'est pas des industriels, mais toutes ces personnes là, en charge c'est le principe pollueur-payeur. Moi, j'ai toujours été au niveau national pour le principe pollueur-payeur. Je ne peux pas accepter qu'une industrie mette à mal la santé des personnes, et je serai d'une haute exigence sur le fait qu'ils mettent tout pour ne plus polluer. Il y a des solutions qui existent, il faut qu'ils se mettent au travail et qu'ils le fassent. Ouais. Et le printemps tiendra, la cohésion du printemps résistera à Marseille, on est sur un projet comme ça. Ensuite, il y aura des élus à la métropole, et on ira travailler avec ces élus de la métropole, et ça fera partie du débat politique. On ne peut pas être d'accord sur tout. Nous, au printemps marseillais, on s'est rassemblés sur la base de valeurs communes, de valeurs qu'on porte pour Marseille. Avec les élus métropolitains, on va travailler aussi sur des valeurs qu'on veut porter au niveau de la métropole. La métropole doit travailler sur une grande transition écologique. Ça va être la métropole de la transition écologique. On doit travailler ensemble. Et je pense que maintenant, les amis du Parti communiste ont pris conscience de ce problème écologique. Et quand je discute avec Jean-Marc Coppola, il n'y a aucun problème. Il y a eu une prise de conscience. Maintenant, c'est aux industriels à faire en sorte de ne pas faire ce chantage à l'emploi. Ce chantage à l'emploi est inadmissible et il ne peut pas se réfugier derrière ça. Merci Julien pour ces questions programme. On va poursuivre.
On passe donc à la partie casting, parce qu'une campagne et ensuite, si vous deviez être élu à la mairie de Marseille, c'est un travail d'équipe, beaucoup, et c'est ce que vous mettez en avant, notamment au Printemps marseillais. Ouais. Première question, elle concerne votre casting. Récemment, vous avez répondu à la Provence qui vous demandait si... en cas d'alliance, de tractation, entre soit au second tour, au troisième tour, est-ce que une autre personne que vous, du Printemps marseillais, pourrait finalement siéger dans le siège du maire? Vous avez répondu, rien n'est acté, tout est possible. Je n'ai pas répondu, ça c'est ce qu'après. Rien n'est acté, on n'a rien décidé aujourd'hui. On est branché premier tour vraiment à fond. Et donc, si vous seriez prête à laisser le siège de maire à quelqu'un d'autre, même de votre propre équipe, si ça permet des alliances plus larges pour passer au second tour et remporter la mairie? Si je vous entends bien, ça veut dire que peut-être que ma candidature empêcherait à faire des alliances au second tour. J'ai l'impression que c'est ce que non, vous je pas aussi. On s'est sûrement mal compris, ou que je me suis probablement mal exprimé au niveau de la Provence. J'ai décidé d'accepter d'être la tête de liste du Printemps marseillais. Je suis en situation, et j'accepte, sans problème, d'être maire de Marseille. Il n'y a pas de problème pour moi. Vous acceptez d'être maire? Ah oui, j'ai la volonté d'être maire. Je suis pas une marionnette qu'on agite comme ça. Et donc, mais en revanche, vous êtes ouverte à l'idée, vous disiez, même quelqu'un de votre propre équipe, qu'est-ce qui ferait que vous seriez prête à ne pas être la maire de Marseille? Rien. Rien. Je ne vois pas actuellement ce qui pourrait m'empêcher d'être la maire de Marseille. Si on est en situation de gagner la ville, je candidate pour être maire de Marseille. Je candidate pour être maire de Marseille au troisième tour. D'accord. Donc, Julien en parlait il y a quelques instants. Le Printemps marseillais, c'est un attelage de partis, d'associations, de mouvements citoyens, on ne les oublie pas. Qu'est-ce qui garantit qu'une fois passé la porte de l'hôtel de ville, si c'est le cas, vous continuerez à travailler en équipe, qu'il n'y aura pas au final dans l'hémicycle un petit groupe communiste, un petit groupe socialiste, un petit groupe écologiste? Quelle garantie vous pouvez donner que le travail d'équipe se poursuivra? Parce que c'est le projet du Printemps marseillais qu'on a décidé ensemble de porter, avec 50% politiques, 50% de citoyens, et que c'est ensemble, il y aura... Enfin, moi, je porte le mouvement du Printemps marseillais. Et au second tour, nous serons avec d'autres qui se rallieront sur le mouvement du Printemps marseillais. Là-dessus, sur le second tour, aujourd'hui, pour vous, il est évident qu'une alliance avec vos amis écologistes se fera entre les deux tours? Pour moi, c'est l'alliance naturelle qui doit se faire au second tour, puisque je suis écologiste, et que Sébastien Barlet est écologiste, et qu'on a toujours défendu les valeurs d'Europe Écologie Les Verts. Là, c'est simplement peut-être une histoire on va dire, de stratégie, mais ce n'est pas une histoire de valeurs différentes qu'on porte. Et toujours pour revenir sur ce qu'évoquait Julien précédemment, pour la métropole, vous en avez parlé, est-ce que vous avez un candidat pour la métropole? Quand nous aurons gagné la ville de Marseille, il y aura sûrement d'autres communes qui seront sur les mêmes valeurs politiques que nous. Nous irons discuter avec les collègues des autres communes, et ça sera quelqu'un issu de notre majorité qui sera candidat à la présidence de la métropole. Moi, je serai maire à 100% de la ville de Marseille. Vous ne convoitez pas la présidence de la métropole? Non, je suis maire à 100% de la ville de Marseille. Donc ça pourrait être un élu d'une autre commune, par exemple? Ça sera, on discutera entre nous et on présentera une candidature issue des valeurs qu'on porte. Et les discussions, vous avez déjà pris des contacts au sein de la métropole? Non, là, on est centré sur l'élection municipale. D'accord, donc ça se jouera au dernier moment. De toute façon, on a des valeurs, on discute entre candidats de différentes listes. Je suis allée soutenir les candidats des Pennes Mirabeau, je suis allée soutenir les candidats de la Ciotat, il y a les candidats d'Aix aussi qu'on soutient, donc il y aura plusieurs candidats qui sont dans la même dynamique que nous, et ensuite on verra les résultats. D'accord. On en parlait, le Printemps marseillais, c'est donc aussi des citoyens. Oui. Il y a eu des candidatures de citoyens, alors qu'on pourrait dire lambda,
non encartés. Oui. Vous en avez reçu, je crois, à peu près 400, c'est oui, ça? oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elles ont été sélectionnées, quel processus ils ont suivi pour ensuite se retrouver sur les listes? Les personnes ont toutes été contactées, elles ont été reçues. Et ensuite, en fonction des réponses, parce que bien sûr, il y aurait pu avoir des candidatures, on va dire, pièges de certaines formations, avec certaines idées qui n'étaient pas les nôtres. Donc, à l'issue de ça, il y a eu des candidatures qui sont sorties, hein, qui ont été retenues, retenu plus, retenu plus et retenu plus moins. Et ensuite, en fonction de ça, moi, par exemple, quand nous avons constitué notre liste, dans le 4e et 5e, dans le 4e et 5e arrondissement, on a auditionné l'ensemble des candidats qui s'étaient positionnés sur le 4e et 5e arrondissement. Et ça a été en fonction de leur engagement. Alors, vous savez qu'il y a les conseillers municipaux, donc leur engagement au niveau de la ville, de la vision qu'ils avaient au niveau de la ville, et puis après des engagements un petit peu plus locaux, des ancrages plus locaux, et c'est comme ça qu'on a... Et je suis fière d'avoir des citoyens et des citoyens jamais encartés. Et ça, alors là, vous et pouvez voir ma jamais liste. candidat à aucune élection Ah non, précédemment. à aucune. Et je suis ravie de la liste qu'on a constituée dans le 4e et 5e arrondissement. Et j'ai vu aussi les listes de mes autres têtes de liste. Et c'est pareil. Hein. Et comment, alors, donc chaque tête de liste a ensuite fait son marché, en fait? Non, c'est pas une histoire de marché, ça a été une histoire de concertation. C'est pas beau le mot marché. Pour moi. C'est remplir son panier, sa liste. Voilà, mais ça a été des échanges, et puis après, c'est aussi la disponibilité qu'ils avaient aussi, c'est un petit peu tout ça. Parce qu'il y en a qui candidatent et puis qui ne sont pas vraiment au fait de ce que ça va impliquer. Donc, ils étaient d'accord avec. Voilà, et puis après, il fallait signer aussi la charte éthique. Et ce sont tous des gens qui ont signé la charte éthique des candidats, et pour nous, c'est très important. Et qui sont passés au crible donc, de la commission électorale. La commission électorale, voilà, donc qui était constituée de 33 membres, donc 11 personnes issues du collège politique qui n'étaient pas candidats, 11 personnes issues du collège citoyen et 11 personnes signataires tirées au sort. D'accord. Alors, c'est vrai que quand on regarde les têtes de liste, il y en a 8, comme les 8 secteurs évidemment, on retrouve quand même en tête de liste 7 politiques, soit des personnes qui ont déjà été élues par le passé, soit des personnes qui sont des professionnels de la politique, et une citoyenne, Olivia Fortin, dans le 6e et 8e arrondissement. Le message est peut-être celui que cette rencontre avec les citoyens ne s'est pas faite complètement. Nous étions engagés à ce qu'il y ait 50% d'élus politiques et 50% d'élus citoyens au conseil municipal. Après, pour les têtes de liste, je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui avaient candidaté pour les têtes de liste, parce que c'est pas évident d'être tête de liste dans le processus de ces mois de réunions, de rencontres, il n'y a pas de personnalités qui ont émergé suffisamment pour être tête de liste. Non. Et puis après, tête de liste, vous savez, on n'est pas tête de liste comme ça, il faut aussi faire un prêt. Quand on n'a pas de parti derrière pour soutenir, il y en a certains qui ne pouvaient pas faire de prêt. Moi, j'ai fait un prêt en mon nom. Pour financer la campagne. Oui, il faut des bulletins de salaire, il faut ce certificat, ces avis d'imposition. Donc, c'est quand même... il faut s'engager, la banque peut dire oui ou non. Et ça c'est une réalité. Et pour ceux qui n'ont pas de parti derrière, ce n'est pas toujours évident. C'est peut-être pas juste, mais c'est la loi actuellement, c'est la réalité. Mais nous, au conseil municipal, il y aura 50% citoyens et 50% de politique. Et c'est ça qui est important, parce que c'est le conseil municipal qui va faire la politique à Marseille. On voit quand même que dans certains secteurs, je pense notamment au 13-14 ou au 1-7, on a quand même des habitués de la politique qui trustent, pour utiliser un anglicisme, qui trustent les premières places. Chaque candidat fait des choix différents. Selon les conseils d'arrondissement, on aura plutôt des habitués de la politique, en fait, sur les premières places éligibles. J'entends ce que vous dites, mais il y a aussi des secteurs qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres et où il faut avoir aussi une habitude de pouvoir mener campagne, et ça, c'est pas évident. Ça, je peux vous le dire, parce que les gens qui viennent et qui mènent la campagne sur le terrain, ils viennent aussi se former. Et par exemple, sur le 13-14, j'en ai discuté avec Jérémy Baki et tout ça, et il a dit que dans le 13-14, beaucoup de personnes étaient d'accord pour porter, en cas de gagne, d'être là, mais il disait que l'enjeu était tellement important qu'il ne se mettait pas forcément en deuxième position ou en troisième position. Vous savez, ça il faut l'entendre aussi. C'est pas évident d'aller battre campagne dans certains secteurs qui sont très difficiles. C'est vrai que moi, sur le 4-5, c'est peut-être un secteur qui a un enjeu très, très, très important. Mais par rapport au 13-14, où il faut évacuer Ravier, c'est le désir des gens. Jérémy Baki, et je lui fais confiance, a fait avec ses colistiers
l'ordonnancement qui était optimal pour l'ensemble de la liste. Dans les 13-14, c'est quand même un exemple particulier, puisqu'on avait un appel à l'unité, avec notamment, si on parle de citoyens, un mouvement qui s'appelle le Pacte démocratique, qui appelait à des discussions, qui se retrouve finalement à faire campagne derrière Mohamed Ben Saada, insoumis, avec le soutien des écologistes. C'est peut-être pas l'endroit où il y avait le moins d'appétence citoyenne, quand même. Alors moi, j'ai assisté à la première réunion où il y avait Europe Écologie Les Verts qui était là. Il y avait des gens du Pacte, il y avait Samy Josua, que je connais très bien, puisqu'on a fait nos débuts quand je militais à la fac, je l'ai connu là. Et Europe Écologie Les Verts nous a dit, à ce moment-là, et j'y étais, nous ne prétendons pas la tête de liste, nous avons une candidate en numéro 2 femme, une magistrate, mais nous n'avons pas de candidate tête. Nous ne proposons pas de tête de liste. En tout cas, les citoyens, ils étaient là. Oui. Et donc, au final, ils sont sur une autre liste. Et ça, sur la liste du printemps, ensuite, Jérémy Bacchi a été proposé par le Printemps marseillais comme étant la personne la plus adéquate. Il est né là-bas, il y travaille là-bas. Il est jeune, c'est quand même quelqu'un qui peut rassembler. Il fait partie du 13e arrondissement. 70% des électeurs sont sur le 13e arrondissement. Et ensuite, quand Jérémy Bacchi s'est déclaré, c'est là que l'Union n'a pas suivi. Et que d'un coup, Europe Écologie Les Verts a décidé de proposer Mohamed Ben Saada, alors qu'ils n'avaient pas proposé d'emblée Mohamed Ben Saada. Et après, moi, je fais un parallèle aussi avec le 15-16, où le risque FN est important. Europe Écologie Les Verts, Marseille Debout, a une tête de liste, Lydia Frenzel, qui tire la liste. Jean-Marc Coppola, qui tire la liste du 15-16. Et d'ailleurs, Jean-Marc Coppola avait dit: je laisse ma tête de liste à un citoyen si quelqu'un veut tirer la liste dans le 15-16. Aucun citoyen n'a voulu être tête de liste dans le 15-16, et ça, vous pouvez lui demander. Donc, il était tête de liste. À l'issue de la commémoration du drame qu'il y a eu, de l'assassinat d'Ibrahim Ali, Lydia Frenzel a entendu l'appel des Marseillais, et elle a décidé de rejoindre. Et à ce moment-là, que fait Debout Marseille? Ils mettent une autre liste. Où est l'union, là? Où est la volonté d'union, là? Alors que Lydia avait fait le chemin pour rejoindre. En tout cas, ça n'empêche pas que vous me dites que dans le 13-14, Jérémy Bacchi a eu du mal à trouver des citoyens qui voulaient être en tête de liste, et il se retrouve en face de lui une liste. Mais qui ne voulait pas de Jérémy Bacchi? Qui ne voulait pas de Jérémy Bacchi? Donc une fois de plus, des questions de personnalité. C'est un peu là-dessus que ça a chopé. Malheureusement. Justement, pour poursuivre sur cette question citoyenne, le Printemps marseillais le dit beaucoup, que l'élan citoyen que vous souhaitez incarner naît des effondrements, notamment des effondrements de la rue d'Aubagne. Novembre, puis décembre 2018, on a des milliers et des milliers de Marseillais dans la rue, jusqu'à 15 000, peut-être 20 000 personnes selon les estimations qui manifestent. Est-ce que aujourd'hui, vous estimez que le Printemps marseillais répond aux attentes de ces personnes qui demandaient non seulement la fin de l'habitat indigne, mais aussi la fin d'une certaine façon de gérer la municipalité? Nous, quand on a fait appel à nos candidatures, on a reçu les candidatures de l'ensemble des Marseillais. C'est vrai qu'il y a des secteurs qui étaient nettement sous-représentés, où des gens peut-être n'avaient pas peut-être assez confiance en eux pour s'engager. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai travaillé avec un médecin du 1er arrondissement qui s'occupe justement de beaucoup de personnes qui habitent dans le quartier de Noailles. Et ce médecin a sensibilisé sa patientèle pour candidater. Et ils ont dit non, on va soutenir, mais ils ne se sentaient pas. Alors pourquoi ils ne se sentaient pas? Parce que je pense que la municipalité a souvent négligé ses citoyens. Ils ne se sentaient pas. Beaucoup de citoyens n'étaient pas inscrits sur les listes électorales. Alors ce qui s'est passé, ils sont allés s'inscrire, mais c'est la réponse qu'on m'a fait. Moi, je vous dis ce qu'on m'a dit, parce que moi, j'ai toujours travaillé avec des gens de la diversité, j'ai toujours travaillé avec des gens des quartiers populaires. Ces gens-là ne voulaient pas se mettre sur les listes électorales. C'est pas parce qu'on n'a pas voulu. Alors, on en a certains, bien sûr, on en a certains dans les quartiers, les 15, 16, 13, 14. Sur le 4e et 5e arrondissement, je n'ai eu personne de la rue d'Aubagne qui se sentait en capacité de s'engager. On a pris des gens du collectif 5 novembre, mais on n'a pas eu, si vous voulez, les gens issus de... Donc une maturité politique pour se présenter. Je ne vais pas dire une immaturité, ou peut-être pas assez confiance. Et c'est un travail que vous n'avez pas réussi à mener pour le moment. On n'a pas réussi. Mais c'est un travail qui va se continuer, puisque nous, on est au contact de ces populations, et on espère qu'aux prochaines élections, on en aura. Mais
on ne peut pas forcer les gens à se présenter. Et puis on n'est pas là pour faire de l'affichage non plus de la personnalité telle qu'on va mettre en évidence. Voilà. Il faut que les personnes aient envie. Dans les candidatures, je peux vous assurer que dans le 4e et 5e arrondissement, je n'ai eu personne. J'en ai une, oui. J'ai une qui est en plus une personne qui est en situation de handicap, qui est sur ma liste. J'en ai eu une. D'accord. Et c'est vrai que la question qui se pose aussi, c'est le pouvoir des partis dans cet attelage. On a quand même des partis qui ont des traditions solides et avec des infrastructures. Est-ce que on l'a vu, on a eu quelques témoignages ces dernières semaines de personnes membres de mouvements citoyens qui appartenaient au Printemps Marseillais, qui ont une certaine amertume, qui peuvent avoir le sentiment que les partis ont pris le devant. Est-ce que vous comprenez les personnes qui disent que les partis ont pris trop de poids dans le processus du Printemps Marseillais? Qu'est-ce que vous leur répondez? Moi, pour ne pas faire partie d'un de ces grands partis, puisque moi je suis suspendue, donc je suis en fait citoyenne, puis moi je suis élue que depuis 2015 au conseil départemental. Avant je candidatais, mais la politique c'était plutôt du militantisme, que j'ai jamais été une professionnelle de la politique, puisqu'il y a 4 mois je travaillais encore, j'ai tous les jours travaillé. Non, les partis ont joué leur rôle, on a besoin de la structuration, de l'organisation des partis, des habitudes du parti, parce qu'on le voit bien. On était toujours en train de débattre, avec les citoyens. C'est génial le débat, mais à un moment, on est dans le concret. Il faut partir aux élections municipales, il faut faire quelque chose. Alors, il y a des citoyens qui ont regretté de ne pas avoir été choisis. Mais 400 candidatures citoyennes, on n'en prend que 150, puisqu'on est 303. On n'en prend que 150. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont eu amertume. C'était très dur de choisir les candidats. Ça, je peux vous le dire. Il y avait plein de belles candidatures. On a fait plus que le 50-50. Souvent, vous verrez, quand nos listes seront publiées, donc vous verrez. Elles sont déjà disponibles sur le site de la préfecture. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez eu accès encore ou pas, mais c'était très 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 difficile parce que moi, par exemple, il y avait quelqu'un que je voulais, puis on m'a dit mais non, mais tu n'as plus de place, c'est plus possible. Je dis bon, ben voilà. Mais alors, au-delà des personnes, de ceux qui ont été pris ou pas pris sur les listes, il y a quand même la question de voilà, est-ce que toutes les propositions citoyennes, est-ce que certaines ont été retoquées par les partis est-ce que les partis à la fin ont eu le mot de la fin sur le final cut, sur le programme par exemple sur le programme? Non, le programme, il y a eu ce qu'on appelle une commission vision qui a balayé toutes les propositions et c'était un très très gros travail. Je peux vous dire qu'ils ont passé des dimanches entiers à balayer ce programme. Toutes les propositions qui ont été validées parce qu'il fallait que ce soit des positions tenables, soutenables financièrement, parce que sinon on peut promettre monts et merveilles, ont été reproposés aux responsables, on va dire, des commissions. Vous savez qu'on avait 25 commissions thématiques, moi je faisais partie de la commission santé. Je travaillais régulièrement avec des experts, des hospitaliers, des libéraux, des chercheurs, des citoyens, des associatifs, sur la commission santé. Le programme de la commission santé a été validé et on a proposé ça aux experts qui avaient travaillé dessus et qui ont dit « Ok, c'est bien ce qu'on a proposé, ok hein, ». Ça a été fait. Donc ça s'est fait dans toutes les thématiques comme ça. Très bien. Bon, ben on a fini pour les questions casting, même si on a on est revenu sur le programme. Je vais inviter Violette Artaud à nous rejoindre pour les questions qui fâchent. Voilà, on va prolonger certains sujets de débat qu'on a eu jusqu'ici. Bonsoir Violette. À toi la parole. Merci, bonsoir Violette. Alors, il y a quelques jours, il y a une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Sur cette photo, il y avait Jérémy Bacchi, donc votre tête de liste dans le 13-14, qui était au restaurant avec Sylvie Andrieux, ex-députée PS de ce même secteur, et qui a été condamnée, notamment 1 an de prison ferme, 100 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. Est-ce que vous pensez que partager un déjeuner avec Sylvie Andrieux, c'est une faute politique? Alors je vous dis que quand j'ai reçu cette photo, le soir chez moi, c'était 23h, je vois un SMS me disant « ça c'est inadmissible ». Je me suis dit « mais c'est pas possible ». Qu'est-ce que j'ai fait? Le lendemain, je vous dis sincèrement ce que j'ai pensé faire, un communiqué de presse en disant « je ne juge personne avant d'enquêter, enfin de m'enseigner, mais si cela est vrai, je dénonce. Vous ne saviez pas pourquoi non, ils moi, ce que j'ai fait, alors, je dis non, pourquoi écrire ça plutôt que de... Donc j'ai demandé à rencontrer Jérémy Bacchi. J'ai dit, il faut que tu me dises exactement ce qui s'est passé. J'ai vu un Jérémy Bacchi arriver 2 heures après,
tout livide, en me disant « Michel, je me suis fait piéger ». Alors, il l'a dit, donc je peux le redire. J'ai téléphoné à M. Benarroya pour lui dire qu'il ne serait pas sur mes listes. Qui était présent, donc, au déjeuner en question. Il a eu... C'est jamais agréable de faire ça par téléphone, ça je le comprends, puisque nous on les convoquait, enfin on les pas convoqués, on les rencontrait. Donc il a dit, comme il y a eu un instant de mal-être, il a dit, si tu veux, on en discute ensemble, je t'expliquerai pourquoi. Et il se donne rendez-vous dans un restaurant aux terrasses du port, donc c'est pas caché, il n'y a pas d'endroit secret. Alors bon, et il me dit, quand il est arrivé, il était accompagné de Sylvain Drieux, il me fait là, il a dit, j'aurais dû partir. Ce qui n'est pas non plus très étonnant. Peut-être que je me serais fait piéger, moi aussi, vous savez. Voilà. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais. Et puis il a dit, mais non, je te présente Sylvain Drieux, c'est une amie, elle veut simplement écouter pourquoi je ne serai pas sur les listes. Ça a duré 10 minutes. C'est original, quand même, comme façon de faire. Oui, mais bon. Et ça a duré 10 minutes, elle est partie. Et là, il a rencontré, il m'a dit, c'est l'attaché parlementaire, je crois, de Samia Ghali, ou je ne sais plus son nom. Il m'a dit son nom, j'avoue que je l'ai oublié, parce que moi, je ne les connais pas, vu que ce n'est pas mon milieu. Et la photo est sortie. Il a dit, mais Michel, est-ce que tu crois que si j'avais voulu rencontrer Sylvain Drieux, je me serais affichée aux terrasses du port? Parce qu'il était en fait dans le restaurant du frère de cet attaché parlementaire. Donc j'ai dit oui, c'est vrai que c'est pas tellement... Et justement, il a fait son démenti. Il me dit, est-ce que tu crois que ma deuxième de liste, qui est une ennemie notoire de la famille Andrieux, Florence Masse, aurait accepté? Il m'a dit, d'ailleurs, j'en ai parlé parce qu'elle était furax aussi, donc voilà. La lumière a été faite, je pense que ça fait partie de ces magouilles, de ces pièges dans lesquels on peut tomber facilement. Alors, donc, vous dites Jérémy Bacchi s'est fait piéger, mais finalement, cet événement, est-ce qu'il n'est pas révélateur d'une question qui est plus large? Voilà, donc ces dernières années, on le sait, il y a à peu près 10 parlementaires qui... ont eu ou qui ont toujours affaire avec la justice, des parlementaires socialistes, vous... Plus globalement de gauche. Et de gauche, locaux, vous, finalement, est-ce que vous n'êtes pas l'héritière de ces pratiques-là? Pourquoi moi, je serais l'héritière de ces pratiques-là? J'ai jamais été avec ces gens-là. Moi, Alors, Europe Écologie Les Verts, on s'est toujours démarqué de ces gens-là. Je vous signale qu'en 2014, j'étais sur la liste Pape Diouf, on peut dire ce qu'on en veut, mais justement déjà on s'est démarqué de ces pratiques-là. J'ai été élue en 2015 avec Benoît Payan au conseil départemental, avec des listes qui soutenaient Jean-Noël Guérini à ce moment-là. Mais je peux vous... Donc, je n'ai jamais fait partie, je ne fais pas partie de cet héritage-là. Et je vous rappelle qu'on a fait signer une charte éthique. Les gens qui sont chez nous n'ont rien à se reprocher personnellement. Vous avez quand même sur vos listes des gens qui sont très proches, ou qui l'ont été en tout cas, de Jean-Noël Guérini, des gens qui ont été candidats sur ces listes. Est-ce que... Jean-Noël Guérini était-il déjà mis en examen à ce moment-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont détachés ensuite de Jean-Noël Guérini dès qu'il a été mis en examen. Oui, c'est des gens qui étaient au courant, c'est des gens qui ont cautionné en fait Des gens qui étaient sur les listes en 2015, notamment les listes du 13, au moment où Jean-Noël Guérini est déjà mis en examen plusieurs fois. Je vois à qui vous faites allusion. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais ces gens-là... On peut les citer. Il y a Lydia Frenzel, Geneviève Franchida, il y en a plusieurs. Ces gens-là, on n'a rien à leur reprocher. Personnellement, j'ai rien à leur reprocher. Et ils ont signé la charte éthique du printemps marseillais. Ils ont signé la charte éthique. Tous les policiers ont signé cette charte éthique. Si quelconque de ces personnes, pendant la mandature, ne suivent pas ce qu'ils ont signé, à ce moment-là, je m'engage à ce qu'ils sortent de notre majorité. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Vous avez une pleine confiance? Oui. Alors qu'ils ont déjà cautionné ce genre de système. Oui, mais maintenant, ils se sont engagés. Les gens se sont engagés. Vous savez, on ne peut pas toujours traîner le boulet de quelque chose. Deuxième question, Michel Rubirola, en 2014, dans le 13 et 14, la gauche se maintient. Vous connaissez l'histoire, le FN l'emporte. Cette fois-ci, on l'a vu, l'union que vous avez tentée dans ce secteur-là a échoué. Est-ce que, si vous vous retrouvez 3e ou 4e derrière le FN, dans ce secteur ou dans d'autres d'ailleurs, vous vous retirez ou vous reproduisez les mêmes erreurs? Nous, ce qu'on veut faire, c'est éliminer, ravier
du 13-14. Même si d'autres sont un petit peu les marches qui peuvent amener à certaines idées portées par M. Ravier, je fais une différence quand même entre M. Ravier et Martine Vassal. Même si certains de ses propos me dérangent, notamment quand on parle d'un Puy du Fou à Marseille, qui me font penser quand même à des théories de M. de Villiers. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est ne pas arriver plus loin que le deuxième au premier tour. Est-ce que vous vous engagez à vous retirer si vous êtes deuxième ou quatrième? Deuxième, on reste. Troisième ou quatrième. Alors ça dépend. Ça dépendra du score que nous avons nous. Ça dépendra du score de nos alliés potentiels. Et ça se discutera à la nuit, au soir du premier tour. Ça sera des discussions de soir de premier tour. Donc vous ne vous engagez pas? Nous ferons en sorte que le Rassemblement national ne soit plus à la mairie de Marseille. Mais après, quelle va être la stratégie? Ça sera au soir du premier tour que nous changerons. Je ne peux pas vous dire ça va être comme ça, comme ça. Alors, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, hein, Lisa vous en a parlé. Moi, quand je regarde vos listes, la diversité, je ne la vois pas. Je ne suis pas la seule, vous l'avez vous-même dit, on a des internautes qui le soulignent. Est-ce que vous pensez vraiment que la gauche peut gagner à Marseille alors qu'elle est autant coupée de la diversité, qu'elle soit sociologique, géographique, voire même ethnique? Moi, je pense que c'est le projet qu'on porte, les valeurs qu'on défend, qui vont nous permettre de gagner et de donner envie de voter pour nous. Vous savez, on n'est pas là pour faire des castings et afficher des têtes. Sinon, vous savez, on pourrait faire comme certains, afficher des têtes. Mais s'il n'y a pas le projet derrière, le projet qui donne envie. Donc nous, ce qu'on veut, c'est donner envie. Et c'est en allant à la rencontre des Marseillais de ce secteur-là, de leur donner envie. On a quand même échangé. C'est visiblement un échec. Vous avez c'est pas parce qu'ils ne sont pas sur nos réussi listes. à mobiliser une diversité. Il y en a dans certains secteurs de la diversité. Il n'y en a pas autant que ce qu'on voudrait. Mais est-ce qu'on est obligé d'afficher une diversité? Je dis bien afficher, alors qu'on porte un programme pour justement lutter contre les inégalités sociales. C'est notre programme qui est fondamental. C'est qu'est-ce qu'on propose aux Marseillaises et Marseillais? Quel quotidien on va leur proposer dans leur vie de tous les jours qui permettra de voir qu'on est en réelle situation de changer sans qu'ils soient représentés. Sans qu'ils soient représentés. On a ouvert des candidatures, on n'a pas empêché. Et quand on a fait Alors vous n'avez peut-être pas empêché, mais vous n'êtes peut-être pas vraiment allé chercher des gens qui ne sont pas dans votre milieu ou qui... Podemos, ça ne s'est pas fait en un jour. Nous, c'était peut-être trop récent. Nous, c'est vrai qu'on aimerait qu'il y ait un grand rassemblement qui représente la diversité. Mais on ne peut pas faire à la place des autres. Et je vous dis, on est peut-être trop jeunes. Et on va continuer à s'adresser à ces populations-là pour leur donner envie, pour leur dire que nous, on n'est pas comme les autres. Nous, on prend compte, c'est des citoyens comme nous. On le dit toujours. Mais après, il faut qu'eux en soient même persuadés et qu'ils aient confiance en leur capacité. Merci. C'était ma la dernière question qui fâche. Merci beaucoup, Violette. Alors, petit moment pour la question Tous Maires. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, Tous Maires, c'est notre... Tous Maires. Voilà, Tous D'accord, Maires, je pensais à la mer Méditerranée. On est plutôt sur le maire de Marseille. Désolée, en ce moment. Et donc, la question Tous Maires, c'est notre carte participative où les Marseillais, les citoyens peuvent faire des propositions d'aménagement à l'échelle de la ville. On discute, échange. Et donc, d'ailleurs, on vous remercie beaucoup, chers internautes, car on a déjà passé les 1000 propositions. Donc ça va enrichir notre programme. Voilà, on en est très heureux et en tout cas, on vous remercie de continuer à débattre et on vous invite à le faire. Le lien est sur marsactu.fr. Et donc, on a prélevé une proposition et on va vous demander votre avis dessus. Alors, il y a une ou un internaute qui s'est amusé à signaler plusieurs voies privées à travers la ville, notamment dans des quartiers sud. Alors, il en a signalé une dizaine dans le 8e, le 9e, autour de la Corniche, au Roucas, à Perrier, à Sainte-Marguerite. C'est des voies privatisées par des résidences fermées. Des voies qui sont privatisées historiquement par des copropriétés. Le maire de Marseille a le pouvoir de les réouvrir s'il le décide. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous vous pencherez si vous êtes maire de Marseille? Est-ce que vous réouvrirez des voies dans des résidences fermées? Vous savez que Marseille, c'est l'endroit où il y a le plus de résidences, de voies privées, de résidences privées en France.
Et c'est quelque chose contre lequel on va lutter. Pour quelle raison vous savez? Parce que l'espace public, on n'a pas privatisé l'espace public. C'est un espace public. Donc rien de privé. Tout doit appartenir aux Marseillaises et aux Marseillais. Donc demain, si vous vous penchez sur les questions d'urbanisme, si des riverains vous font remonter... On va recenser ces voies privées. Vous allez recenser ces voies privées. Je sais qu'on nous en a signalé quelques-unes. On ne les connaît pas toutes, mais bien sûr qu'il faut le savoir. Il faut connaître ça. Et comment ça s'examine? Ce sera au cas par cas? Ça va il être y aura quand même des mairies de secteur qui seront en charge quand même de recenser tout ça. Donc vous êtes globalement favorable à l'idée de rendre public des voies privées? L'espace public doit appartenir à l'ensemble des Marseillaises et des Marseillais. D'accord, très bien. Eh bien, on va poursuivre avec des questions d'internautes. Vos questions que vous avez posées en direct tout au long de cette émission avec Jean-Marie Le Forestier qui vient donc nous transmettre ces questions qu'on a eues sur le site via notre messagerie. Et en direct aussi, évidemment. Oui. À toi, Jean-Marie. Alors, la première question, je vais coupler deux remarques d'internautes. C'est Maurice d'un côté, Mireille de l'autre, qui nous parle, là aussi beaucoup de diversité, n'est-ce pas Maurice et Mireille nous parlent de l'accueil des migrants à Marseille et demandent si Marseille va devenir enfin, disent-ils, une ville accueillante pour les migrants. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que le maire peut agir là-dessus? Vous savez que c'est un combat personnel que j'ai mené pour l'accueil des migrants, pour les mineurs non accompagnés au sein du conseil départemental. Donc c'est un sujet qui m'est cher. Et bien sûr que Marseille doit favoriser l'accueil inconditionnel des migrants sur le territoire. Qu'est-ce que peut faire le maire de Marseille dans ce domaine? Favoriser des structures d'accueil dignes, des structures d'hébergement et arrêter de laisser ces gens à la rue, arrêter de les considérer comme des citoyens hors sol. C'est un problème qui nous concerne tous. Voilà. Parmi les éléments qui étaient notés, il y avait aussi de faire du mariage sans condition, ne pas demander les papiers pour les mariages, etc., comme le font certaines mairies de secteur. Est-ce que vous, c'est Tant des que choses... ce n'est pas des mariages forcés, il n'y a pas de souci. C'était pas dans ma question, d'accord. Merci d'avoir répondu, mais merci d'avoir répondu de manière assez courte aussi, parce que effectivement on a beaucoup de remarques, donc c'est très bien de pouvoir rester sur des réponses assez courtes comme celle-là. Alors, les questions sont évidemment très diverses. On a une réalisatrice qui est venue dans les commentaires pendant ce live qui s'appelle Bania Medjbar, qui fait notamment des films qui concernent les quartiers nord. On lui doit Le Crime des Anges notamment. Elle demande tout simplement qui serait votre adjointe ou votre adjoint à la culture si vous êtes maire de Marseille. Vous croyez que je ne vais pas le décider toute seule là? Vous auriez pu le décider collectivement. On n'en a pas parlé encore, vous savez. Nous, il y a eu un atelier culture, je crois. Oui, un atelier culture. Agnès Fréchel est très impliquée dans les ateliers culture. Elle nous fait, elle a bien. Donc Agnès Fréchel, en fait, c'était la référente de la commission culture. Mais moi, en commission santé, Nicolas Bonté, il était référent de la commission santé. Il est urgentiste. C'est pas lui qui va être l'adjoint à la santé. Vous savez, on n'est pas là. Donc, et puis on est dans le temps présent. On est dans le temps présent. Chaque chose en son temps. On a un nom qui a été cité quand même. On a un nom qui a été cité. Non, je vous citais un responsable de commission, comme je vous ai cité, commission santé. Alors, parmi les autres questions, nous avons Sylvette qui vous demande une autre question qui, je sais, vous est chère. Alors, voilà, petite difficulté technique, je vous laisse, voilà, impeccable. Bon, ça va donc, on a Sylvette qui revient sur une question qui vous est chère, je le sais, qui demande est-ce que vous mettrez en place une mission ou un mandat à l'égalité homme-femme et quels seront les moyens que vous y consacrerez? Pour moi, l'égalité homme-femme, l'équité homme-femme, l'égalité homme-femme, souvent on joue un peu sur les mots, c'est un combat que je mène, je crois que depuis que j'ai 16 ans, 17 ans, donc c'est quelque chose qui est important pour moi. Redites-moi la question. Parce que est-ce que vous consacrerez un mandat ou une mission à ce thème? De toute façon, moi je pense qu'il faut qu'il y ait de la formation au niveau, par exemple, au niveau de la police municipale, sur l'accueil des femmes qui viennent se plaindre de sévices, de viols, d'agressions, de tout ça. Moi, je pense qu'il y a un gros niveau de formation de tout le personnel sur les problématiques spécifiques aux femmes. Pas qu'aux femmes, à toute formation, à toutes les discriminations. Ce n'est pas que les discriminations qui concernent les femmes. Et ça passe, comme on a une ministre de l'égalité homme-femme, il faut un monsieur ou une madame égalité homme-femme au sein de l'exécutif municipal. Moi, je vais lutter contre toutes les discriminations. D'accord, ce qui existe déjà en fait. Il y a déjà un adjoint aux discriminations à la ville de Marseille, mais rien de spécifique sur cette discrimination. Les discriminations, il n'y a pas qu'une discrimination homme-femme pour moi. Il y a beaucoup de discriminations à prendre en charge. Je ne vais pas limiter ça à homme-femme. Alors si on met quelque chose, une spécificité en plus
Ça, je réfléchis. C'est la seule discrimination qui normalement concerne plus de la moitié de la population. En tout cas, c'est ce qu'on dit généralement quand on veut la mettre spécifique par rapport à un autre mais il y en a problème. qui cumulent les discriminations. D'accord. Hein, il peut y avoir des gens qui ont... Dans toutes les discriminations auxquelles on peut penser, il y en a qui cumulent les discriminations. Donc pour moi, lutter contre toutes les discriminations, c'est quelque chose de prioritaire. Alors, parmi les questions, et je vous demande encore de répondre de manière courte, on a un internaute qui se fait appeler le métropolitain, qui revient là sur une question de casting et qui dit vous avez des personnalités controversées sur vos listes. Il parle de Nicolas Mémin, alors urbaniste, marcheur, membre aussi de l'Assemblée de la Plaine. On l'avait d'ailleurs reçu pour un débat sur Mars Actu sur le projet de rénovation de la Plaine qui est en passe de se terminer. Enfin, on y croit. Quelques mois encore. Voilà, c'est Elisa la spécialiste. Voilà, des personnalités controversées, on vous dit. Ça renvoie à l'accusation d'extrême gauche sur votre liste, d'ultra gauche. Comment vous vous positionnez là-dessus, vous ? Ça, c'est encore un discours de certaines catégories de politiciens, l'ultra-gauche. Donc nous, on n'est pas... Nous, on a simplement des valeurs auxquelles une majorité de personnalités politiques et citoyennes ont adhéré. Donc je ne vois pas des valeurs plus ultra-gauche que... moi, je ne me reconnais pas dans des valeurs d'ultra-gauche dans ce qu'on porte au sein du printemps marseillais. Ouais, on comprend bien pourquoi la personnalité de Nicolas Mémin est citée, parce qu'il est attaché au quartier de la Plaine, oui. Et même s'il n'a pas participé à un certain nombre, personnellement, enfin je ne crois pas, à un certain nombre de débordements qui se sont passés autour de la rénovation de la Plaine, est-ce que, moi, j'étais aux manifestations sur la Plaine, j'étais aux réunions du collectif de la Plaine, j'y étais aussi. Hein. Oui, bon, il y a certaines manifestations qui ont quand même fini dans un certain chaos sur la Plaine. Je n'ai pas lancé des pavés. Oui. Vous n'avez pas lancé de pavés, peut-être que lui non plus, mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de revendication municipale ? Par rapport à ce qui s'est passé, est-ce que c'est une manière que vous condamnez ou est-ce que c'est une manière Moi, je condamne toute forme de violence, mais je condamne aussi toute forme de violence qu'a exercée l'équipe municipale face à la conduite de projets pour lesquels je pense que la concertation avec la population n'a été qu'une façade. D'accord. Alors, autre question, très, très rapidement. Gigi Larouge, est-ce qu'on ouvre la plage des Catalans après 20h ? C'est de l'espace public. Oui, pour l'instant, c'est fermé à 20h. Oui, moi, j'ai jamais cautionné que la plage des Catalans soit fermée après 20h pour faire plaisir à une certaine catégorie de population. Essentiellement aux riverains, quand même, qui se plaignaient de oui, nuisances. Mais attendez, 20h. Si on ne peut plus aller à la plage alors qu'on est dans une époque de réchauffement climatique, mais où on va ? Moi, je me rappelle, en 1983, j'allais me baigner à minuit sur la plage du Prado. Pourquoi on n'irait pas se baigner à la plage des Catalans ? Alors après, bien sûr qu'on respecte le repos des gens, qui n'est pas bien sûr des débordements sonores. Ça, je suis contre les nuisances sonores. Mais ça se fait pourquoi ? Par comment ? Par de la police de proximité qui fait entendre raison. C'est pour des raisons comme ça que vous voulez doubler les effectifs de la police municipale ? Là, vous tenez à dire ce que je veux doubler. Je veux remettre la police municipale dans ses fonctions. On a compté. On passe de 450 à à quasiment 900 dans votre programme. Donc ça fait doubler à peu près. Oui, mais sur le mandat. Mais c'est pour des missions comme ça. Moi-même, par exemple, là, en juillet, je ne veux pas que la plage des Catalans soit fermée après 20h. Bon, est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Je pense que ça satisfera Gigi, en tout cas, comme réponse. Alors, j'en ai encore beaucoup, mais je vais devoir en sélectionner une dernière. Le boulevard urbain sud, c'est Dan qui vous en parle. Alors lui, il dit c'est le bout de L2 au sud. Qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, il y a quand même une partie du chantier qui a démarré. Qu'est-ce qu'on en fait de ce boulevard urbain sud ? On termine ? Là, on arrête. On arrête là. Ce qui est fait est fait. Donc Par contre, on va le transformer. Le coup parti, c'est-à-dire la partie la plus proche du littoral, on la garde, on va jusqu'au bout, et pour le reste, on fait quoi ? On suspend. Nous, on n'est pas pour un aspirateur de voiture. Ce qui a été fait, on va réfléchir sur comment le transformer en mode de déplacement doux, parce que bien sûr, on a conscience que ces quartiers sont aussi manquent de transport en commun. Donc nous, on va travailler sur le transport en commun. On va pas travailler sur encore des aspirateurs à voiture comme on voit partout à Marseille. C'est fini, ça, l'ère de la voiture, c'est fini. À l'ère de réchauffement climatique, où à Marseille est la ville la plus polluée de France, il faut arrêter de faire des aspirateurs à voiture partout. Est-ce que demain, quand vous présenterez votre programme aux Marseillais, il y aura un plan précis pour ce que peut devenir le boulevard urbain sud ? Moi, je suis déjà allée visiter les jardins Joseph Héguier. Bien sûr, les jardins partagés. Les jardins partagés, il est familiaux. Les jardins familiaux Joseph Héguier. Donc, il est hors de question que ces 3 hectares soient sacrifiés. Mais
Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, cette équipe municipale en place, à l'heure du réchauffement climatique, à l'heure où il faut mettre de la nature en ville, à l'heure où il faut remettre de l'agriculture urbaine, qu'est-ce qu'il faut vouloir sacrifier? Ça veut dire que ce tronçon-là, on ne le fait pas, mais les autres? Parce qu'il y a 3 tronçons, ça c'est... Le 3e tronçon, il ne sera pas fait. Il ne sera pas fait. Bon, c'est un engagement qui est pris. Puis je crois qu'il y avait une dernière question d'un internaute, d'un spectateur, peut-être qu'il nous regarde. Voilà. Je te laisse la poser. Il s'appelle Yvon Verlan. Il vous a posé une question la semaine dernière. Je ne sais pas s'il nous regarde encore maintenant, mais il vous a posé une question la semaine dernière. Candidat à LREM. Donc, candidat à La République En Marche. Voilà, il était à votre place. Il a posé une question extrêmement politique. Je pense que là, c'est vraiment l'endroit où vous ne pouvez pas vous louper. Il vous a demandé à quelle place va finir l'OM à la fin de la saison. Au pire 2e. Hein. Au pire 2e. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut, de toute façon, on peut pas dire autre chose quand on est candidat à la mairie de Marseille, non? De toute façon, moi, l'OM, c'est ma passion depuis que je suis petite. Alors, je crois que chaque fois, même l'an dernier, je m'étais dit, peut-être même ils seront champions. Là, je me suis trompée. Mais j'avais fait des mauvais pronostics parce que j'étais un petit peu chauvine. Mais là, vu comment ça se passe la saison, vu où ils en sont actuellement, je pense que la place de 2e, c'est bon. Voilà pour la question bienveillante, je crois, d'Yvan Verlan. Merci. Merci Jean-Marie. On va conclure. Justement, c'est l'occasion pour vous de poser la question à la dernière invitée de Face à Mars Actu. La semaine prochaine, nous recevons Martine Vassal, la candidate LR, actuelle présidente du département, où vous la côtoyez puisque vous êtes conseillère départementale et de la métropole. Quelle question vous aimeriez poser à Martine Vassal? Bon. Je crois qu'on vous passe une anti-sèche. Bon, c'est une première. Je pense que, non, j'ai une idée. Je vais vous dire sincèrement si c'est celle que... C'est une première. Eh bien, alors, voilà. C'est exactement ce... Parce que j'avais un petit peu réfléchi à des questions que je pouvais poser, mais on n'avait pas... Comme je ne voulais pas poser des questions trop, on va dire, méchantes, parce que je ne suis pas méchante, je voulais poser une question, on va dire, pertinente, et celle qui a été choisie. Alors, vous avez réfléchi en équipe, c'est ça? Oui. Alors, c'était comment Martine Vassal peut promettre de changer les choses dans son programme alors qu'elle n'a rien fait pendant 18 ans. Et je vous assure vraiment que c'était la question à laquelle j'avais pensé. Ça fait 18 ans qu'elle est adjointe aux emplacements, à la qualité de vie, et quand d'un coup, je vois qu'elle veut verdir Marseille de manière extraordinaire, je veux savoir pourquoi elle n'a pas fait. Notamment en question d'environnement, c'est ça. Bon, mais ce sera transmis, on va garder le petit papier tant qu'à faire, hein. On lui donnera directement. Voilà, en tout cas, merci Michel Rubirola. Nous arrivons au terme de cette émission Face à Mars Actu. Merci à tous de nous avoir suivis. J'imagine qu'il y a eu énormément de questions. J'espère qu'on a pu répondre à la plupart. Vous pouvez continuer à commenter, évidemment. On remercie Synapse pour la réalisation et puis Aglaé et Sidonie qui nous accueillaient ce soir encore. Merci beaucoup. On se retrouve donc la semaine prochaine avec Martine Vassal. Bonne soirée. Merci, au revoir.